Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur 236 Story, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité sociale, politique, économique, actualité des réseaux sociaux, entrepreneuriat, technologie. Dernièrement, on s'est entretenu beaucoup en technologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sport et à l'entrepreneuriat. L'équipe de 237 Story va revoir son deuxième entrepreneur ce soir. Il s'agit de Martial Iwanga, fondateur de l'Is du Sud, Sarl, qui fait dans la transformation de poulet en saucisson, en saucisses, jambon et pâté de campagne. Il a aussi fondé en 2021 un établissement nommé T1 Services qui fait des prestations de forage, d'études physiques, géophysiques et de bâtiments. En sport, nous allons nous attarder sur la défaite par KO lors du dernier combat de Francis Ngannou face à Anthony Joshua. Nous allons analyser ce combat. Nous allons continuer par cette affaire qui fait les choux gras dans les réseaux sociaux, l'affaire des faux âges à la FECAFOOT. On se posera la question de savoir à qui la faute. En société, on parlera de violence en milieu scolaire. On va faire un cap sur le Grand Nord Cameroun. Le Grand Nord Cameroun, où on a constaté dans une vidéo devenue presque virale le délégué régional menaçant le corps enseignant d'un établissement de ce côté, faisant comprendre à ses enseignants qu'ils ne doivent plus utiliser le fouet, quelles que soient les raisons. Et quelques jours plus tard, après ce discours, on a pu voir dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux un enfant qui menaçait son enseignant. On va essayer de parler aussi de ça. On va commencer bien évidemment par les civilités. Malgré la connexion qui se fait de plus en plus difficile dans tous les réseaux de téléphonie mobile au Cameroun, on a fait des pieds et des mains pour être avec vous, pour échanger sur l'actualité au Cameroun. Alors, CWK, Olivier vont m'accompagner ce soir dans cette lourde tâche qui est celle de vous informer, de vous éduquer et de vous distraire tous les vendredis soirs. CWK, bonsoir. Bonsoir à toi, NBD. Bonsoir également à tous nos nombreux téléspectateurs, oh, pas téléspectateurs, bonsoir à tous nos auditeurs, surtout, voilà, j'en reviens. Et surtout, bonsoir à tous ceux-là qui se battent chaque jour pour que notre pays puisse avancer. J'ai envie de dire que les dieux de la connexion sont avec nous un peu, parce qu'il y a quelques jours encore, il y a eu une très grande panne au large de la Côte d'Ivoire qui touche actuellement le Cameroun, le Burkina Faso, je pense un peu le Mali et surtout la Côte d'Ivoire même. Donc, il y a quelques pays comme ça qui sont touchés par la section de ces câbles sous-marins qui drainent la connexion Internet sur le continent. Bon. Donc, on ne va pas dire que c'est le seul fait du Cameroun. On espère surtout que les choses vont être rétablies. Ça peut aussi expliquer le fait que on ne saura pas forcément peut-être avoir les conditions optimales d'enregistrement. Et je crois qu'on pourra s'excuser déjà auprès de nos auditeurs. Bonsoir également à tous les panélistes qui ont répondu à l'invitation aujourd'hui. Bonsoir à ceux qui ne sont pas là. On espère les revoir à la prochaine séance. Et comme je dis toujours, on est prêt pour croiser le verbe. On est prêt pour croiser le verbe, Olivier. Est-ce que tu es dans la même tendance, le même mood? Bonsoir NBD, je suis très ravi de vous trouver pendant ce nouveau podcast en fait. Je vais saluer ici toute la team. Je vais saluer tous nos auditeurs et auditorés. Continuez à partager et à soutenir nos efforts, car nous sommes là pour vous informer. Et si nous le faisons, malgré notre modeste contribution qu'on vous apporte chaque jour, et nous serons toujours avec vous durant les jours à venir, malgré que nous avons des soucis de connexion. Vous avez vu, tout le monde a parlé de connexion aujourd'hui. Nous avons des soucis de connexion et c'est pas, je pense que le problème va s'arranger d'ici là. Bonsoir à toi aussi, DWBK. OK. Apparemment, la connexion, c'est le nerf de la guerre. Hein. On a l'impression que c'est tout le monde qui s'est tourné sur la connexion, donc sur Internet pour pouvoir travailler. Après les coupures d'énergie, on a les coupures de connexion maintenant. C'est devenu officiel. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on comprend, beaucoup de personnes sont en larmes, hein. Tout le monde crie, tout le monde pleure. Tu as l'impression que c'est la moitié des Camerounais qui trouvent leur compte sur Internet. Et lorsque Internet est coupé, c'est dur, c'est chaud.
Le e-commerce, les ventes en C'est ligne. vrai que c'est beaucoup de secteurs d'activité qui sont touchés en même temps avec Oui. ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de pertes Mhm. en termes d'argent parce que Ouais. personnellement, moi, je pense que je suis au minimum près de 50 000 francs perdus. Ça a l'air de Mhm. rien comme ça, mais quand on voit, il y a des petits contrats que quand on a pour honorer, ça part très Ouais. vite. Et Ça du coup, passe. la confiance du client, ça va très vite, surtout pour les Ouais. gens qui sont indépendants. Donc, c'est Mhm. compliqué en tout cas. Sans eau, sans énergie, et là maintenant sans connexion Internet, on a l'impression que ça devient de plus en plus difficile. D'accord. OK. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Il s'agit de l'entrepreneur, du deuxième entrepreneur de que l'équipe de 236 Story reçoit sur son carré VIP, son studio climatisé. Il s'agit de Martial Ngono, le fondateur de l'IS du Sud Sale, qui fait dans la transformation du poulet en saucisson, saucisse, jambon, pâté de campagne. Il a aussi fondé en 2021 un établissement nommé T1 Services qui fait des prestations de forage, études géophysiques et bâtiments. On sent que c'est un vrai continental, quelqu'un qui a compris que l'entrepreneuriat, c'était le meilleur moyen de s'en sortir au Cameroun. Il est sur deux fronts. Et là, on parle de saucisses, de saucissons, de jambon, de pâté de campagne. Ce sont quand même je veux dire, des produits qui ne sont pas purement camerounais. Ce sont des produits alimentaires que le Cameroun a copiés ailleurs. Est-ce que, est-ce que tu as une idée des produits en question CW? Bon, je te dis simplement, NBD, que c'est oser qui est souvent le problème de la jeunesse camerounaise parce que quand on n'ose pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Je crois il y a quelques années encore, j'ai côtoyé des entrepreneurs qui travaillaient uniquement sur la fraise. Pour ceux qui connaissent Oui. bien ce produit-là, ce n'est pas comme si la fraise était le premier, je pense que c'est un agrume, je pense que ce soit le premier fruit que vous verrez directement en Afrique. Or, la fraise est typiquement un produit d'ailleurs. Il y en a qui travaillent également sur les pommes, comme on appelle communément pommes de France. Mais c'est-à-dire, même si ce sont des produits avec qui grandissent souvent dans des climats, des zones tempérées, on a l'impression qu'on peut également travailler sur certaines variétés ici. Et j'ai envie de saluer le courage, en tout cas, de ces entrepreneurs camerounais jeunes comme nous qui osent prendre des idées qui viennent d'ailleurs pour les tropicaliser. Mhm. Alors, dans le secteur de la charcuterie au Cameroun, il faut dire que c'est vraiment un secteur qui n'est pas très, très exploité. Généralement, Oui. c'est l'export, c'est l'exportation, c'est l'importation, pardon. On va essayer de faire venir, ce Mhm. soit des saucisses de porc ou bien des saucisses de plusieurs autres, des pâtés, tous ces genres de charcuterie. Ça va venir de l'extérieur. Alors que sur place, on a toute la matière première, en fait. Parce que vous Oui. verrez, je ne pense pas des machines pour faire le hacher, parce que je sais qu'il y a toujours une part de hacher dans tout cela. Ce n'est pas des machines pour hacher la viande qui nous manque. Peut-être en Mhm. quantité industrielle, ce sera un peu plus compliqué, mais je pense qu'il faut déjà faire le premier pas. Maintenant, il y a Oui. également la matière première. On voit tous les jours des entrepreneurs camerounais dire, OK, j'ai peut-être 10 000 poulets que je vais sortir pour Noël, mais ce n'est pas seulement dans les ménages et qu'on va manger ces poulets-là sous la forme que l'on connaît traditionnellement, à savoir rôti ou bien en forme de Rôti, bien DG. frit, Il y a braisé. tellement, justement, c'est ce souci de transformation-là. Parce que Mhm. la matière première, on l'a. Dans pratiquement tous Oui. les domaines, que ce soit au Cameroun ou en Afrique, on a la matière première. Mais maintenant, la transformation de cette matière première-là. On parle là, par exemple, de charcuterie. On va parler, par exemple, de simplement des saucisses. Mais pour ceux qui vont dire non, saucisson ou bien saucisse, c'est peut-être pas mon niveau, j'estime que je ne peux pas manger à ce niveau-là. Mais prenons une autre, ça aurait pu être une autre denrée alimentaire. Si on parlait par exemple du manioc, transformation en Mhm. farine, transformation pour faire peut-être de ce même manioc-là autre chose que ce que l'on connaît, amidon et tout ce qui est autour tout ce qui est autour. C'est pour dire à quel point le champ des possibles est vaste, mais c'est Oui. juste oser qui est vraiment le plus difficile. Oser faire le premier pas. Et on espère en tout cas avec notre entrepreneur de ce soir qu'il fera le premier pas et qu'il Ouais. donnera peut-être le temps à travers l'une de ces deux entreprises qu'il propose aujourd'hui. D'accord. On a parlé de saucisson, de jambon et tout. Euh,
nous sommes vers une dynamique de camerounisation de ces produits importés, donc c'est-à-dire ne plus importer ces produits-là, mais essayer de consommer camerounais, peut-être les assaisonner à la manière des Camerounais, parce que vous savez, le Camerounais a sa manière d'assaisonner son poulet, peut-être avec ces mêmes épices-là, on se reconnaît forcément dans le jambon et le saucisson de poulet que fabrique Martial Ngono. D'accord. Là, c'est vrai qu'on aura le soin de l'écouter, hein. Tout à l'heure, il y aura une interview vraiment consacrée vraiment à lui-même. Lui, le fondateur, il aura le temps de nous expliquer les choses de manière terre à terre et plus claire. Maintenant, nous allons parler de son entreprise, celle qui est spécialisée dans les forages, il a parlé c'est la géophysique. C'est la géophysique, si je ne me trompe pas, la géophysique des bâtiments, des forages, C'est la études géophysique et géophysiques, prestation de oui, forage et de géophysique et bâtiment. et bâtiments, voilà. Qu'est-ce que tu penses, Olivier, qu'est-ce que tu penses de cette initiative au regard des problèmes d'addiction d'eau qu'on a au Cameroun? Merci NBD de m'avoir passé la parole. Je tiens déjà à féliciter Martial Ngono, je Mm, pense. Euh, Cette initiative-là, elle est la bienvenue parce que quand vous savez que ici au Cameroun, les problèmes d'eau sont récurrents, oui. les populations ne sont pas encore à 100% fournies en eau potable. Les populations qui se tournent vers des forages aujourd'hui, ça en va. Le nombre est grandissant en fait. Pour avoir cet accès à une eau potable, une eau qu'on peut utiliser, une eau qu'on peut boire, une eau de bonne qualité, quand on connaît la nappe phréatique du Cameroun, elle est vraiment gigantesque. Bon, maintenant, je tiens à saluer cette initiative parce que lui, il est venu, vous voyez, il fait dans la construction des bâtiments et puis les forages. Donc, il est dans Mm, une dynamique un peu de faire un foyer, un forage, ce qui veut dire avoir une maison, c'est pas seulement avoir une maison et puis ne pas avoir le reste. L'eau est un élément essentiel, l'élément comment on peut dire, central pour la viabilisation d'une maison. Vous ne pouvez pas rester dans une maison et puis vous dites que vous n'allez rien boire, vous n'allez rien faire ceci. Vous allez aller puiser l'eau à 1 kilomètre. Je pense qu'il a bien calculé sa chose et le service qu'il propose vraiment, s'il est abordable pour un Camerounais moyen, je pense qu'il va, son idée va grandir et ça sera adopté par tous les Camerounais. Quand on voit ce qui se passe déjà ici dehors, on n'a plus mm, confiance en notre société nationale des eaux. mm. Kamwata, je vais la citer parce qu'on n'a pas de... Vraiment, on nous dit chaque jour qu'on va fournir, mais on ne voit jamais. Les tuyaux ne font que passer, mais l'eau ne coule pas dans le robinet. Sinon, cette eau qui va même couler dans le robinet même est une eau assez douteuse. Mhm. Parce que lorsqu'on sait, comme vous avez appris à l'école, que l'eau potable est incolore, inodore et sans saveur, mais nous, on a carrément le concret. Parce que ici, là, Mhm. l'eau a une saveur, l'eau a une couleur et l'eau a une odeur. Là, je fais un lol à la Kamwata. Bon, je salue vraiment, je tiens à féliciter cette entreprise et je pense que s'il fait le rapport qualité-prix, je pense que beaucoup de citoyens camerounais vont y adhérer. Félicitations à lui encore pour son entreprise. OK. Félicitations pour cette initiative. Félicitations à lui. Les Camerounais ont besoin d'eau potable. Les problèmes d'adduction d'eau se révèlent de plus en plus importants. Je parle en tant que victime parce que depuis, je vais le décrier ici, depuis le mois de juin dernier, je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'eau. Ici au Kansonel, au Yomaban, je n'ai pas d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Certains voisins en ont, mais de mon côté, à l'entrée de mon quartier, tout le monde n'a pas accès à la Kamwata
depuis le mois de juin dernier. Donc, ce sont des problèmes difficiles qu'on rencontre comme ça. Pour avoir de l'eau, il faut aller à quelques kilomètres de chez toi pour essayer d'avoir un peu de l'eau, mais pas, même pas de l'eau potable, même pas de l'eau à boire, juste pour le ménage et tout. J'ai juste la chance de vivre à côté d'une usine de fabrication de bonbons. Et puis, cette usine a de l'eau, ils ont un forage. C'est juste en face de mon portail. Je traverse juste l'autre côté de la route pour avoir de l'eau. Donc, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui ne sont pas aux alentours de ma maison, ils s'en vont très, très loin, voir si ils peuvent avoir un peu d'eau. Donc, on va parler de sport, on va parler de sport. Avant de parler de sport, on va donner une petite interview à notre entrepreneur de la semaine. Martial Ngono va nous expliquer, il va nous dire qui il est, il va nous expliquer comment il a fait pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, pourquoi il a pensé à une entreprise de transformation de poulet en saucisson, saucisse, jambon. Pourquoi pâté de campagne? Ah, quand je parle, vraiment, je salive déjà parce que ce sont des choses que j'aime bien. Pourquoi quitter de l'industrie agroalimentaire pour un autre type, pour d'autres prestations comme l'étude géophysique et bâtiment. Voilà, il va essayer de nous expliquer son cursus, comment il essaye de joindre les deux bouts, une seule personne qui fait deux choses extrêmement différentes. Il va essayer de nous expliquer ça. Est-ce qu'il vit de son entrepreneuriat? Ce sont les questions auxquelles vont se soumettre va se soumettre Martial Ngono tout à l'heure lors de son interview. On va parler de sport maintenant. Après cet entretien, vous avez écouté Martial Ngono. Il nous a tout dit sur ses différents business. Maintenant, parlons de sport. Parlons de Francis Ngannou. Francis Ngannou qui a déçu beaucoup de Camerounais, qui a déçu beaucoup de fans, qui a déçu Drake, qui a, disons, dans les réseaux sociaux, ça s'est dit il a misé beaucoup d'argent. Je pense que c'est 6 000 $ pour la victoire de Ngannou. Il a vraiment été déçu. Ngannou a déçu beaucoup de monde. Une défaite KO devant Anthony Joshua, qui a été entrepris devant notre star planétaire. Comment décris-tu cet échec CWK? Vous savez, quand il y a quelque chose, il faut toujours parler d'échec. Pour moi, je ne vois l'échec que sur le plan, je ne dirais même pas sportif, mais sur le plan factuel de ceux qui ont vu un match et ils se sont arrêtés au match. Parce que après ce combat de boxe, ce n'est que l'entrée en matière pour le combattant Ngannou, surtout s'il veut continuer dans ce que l'on appelle le noble art, à savoir la boxe anglaise. Donc, c'est quelque chose, c'est un gars qui a toujours rêvé de faire ça. Il se lève et même quand il prend la route, quand il arrive en France, il a toujours rêvé de faire de la boxe anglaise. C'est le mari de Charlotte Dipanda qui voit en lui quelque chose de différent et qui se dit non. Ce gars a une force colossale et on peut l'exploiter plutôt dans une discipline qui est en train de prendre, qui commençait à s'installer en France, le MMA, le Multi-Martial Art. Donc, je me dis, il a fait une sorte de petit retour à ses premiers amours et ce n'est pas ce retour-là qui a été le plus triomphant parce qu'on a vu lors de son match amical avec Tyson Fury, le champion du monde, le poids lourd en cours, on a compris que bon, peut-être il peut. Et le ranking de la boxe lui a même donné une place. Et on a vu un gars qui a donc osé maintenant. Ce n'était plus un match amical cette fois-ci, parce que s'il battait quand même Anthony Joshua, il aurait pu grappiller encore des places dans le top 10 de la boxe. Et ce n'est pas seulement, en ce moment, on devait dire, OK, il est entré directement en passant par le sommet, sans passer par les autres étapes de tous ceux qui ont fait la boxe depuis leur bas âge, qui ont commencé par être en poids léger, après poids moyen, poids plume, poids lourd, ainsi de suite. Donc, il a commencé, comme la plupart d'ailleurs des combattants de MMA, par le sommet. Et généralement, quand on commence par le sommet, on se mord les doigts parce qu'on commence avec ceux qui sont très forts, aguerris et qui ne viennent pas pour rire. Ils viennent avec clairement l'ambition de battre
et de garder leur place. Anthony Joshua, en même temps, il ne faut pas oublier, c'est quelqu'un aussi qui a été champion du monde, ce Britannique-là. Non seulement il a été champion du monde, mais à la différence de peut-être de Tyson Fury, il avait quelque chose à prouver parce qu'il sortait quand même, je crois, de 2 défaites consécutives. S'il avait perdu contre Ngannou, je pense que sa carrière se Mais serait... il sortait de 2 défaites consécutives, mais il faut noter quand même que c'est quelqu'un qui a 30, sur 30 combats, il en a perdu seulement 3. Donc, c'était quand même un Oui, adversaire bon, de peut-être taille c'était les pour trois. Ça faisait un partie biberon, un biberon de la bosse anglaise comme Ganou. Justement. Et c'est ce Mm. qu'il faut voir même parce que il faut pas oublier qu'il a combattu avec un autre Camerounais, un autre Français d'origine camerounaise, Carlos Takam. Ouais. Il a combattu Ah. avec Carlos Takam et même quand il a battu Carlos Takam, quand on revoit les images, ce n'était pas un match facile parce que justement, Carlos Takam est quelqu'un qui ne pratique que la boxe anglaise. Donc, ça veut dire que Oui. face à quelqu'un qui est discipliné, c'est plus compliqué. Maintenant, quand je dis que Ngannou n'a pas perdu dans ce combat, il faut voir les choses de manière maintenant chiffrée. Un combattant qui, pendant toutes ses classes au MMA, aux États-Unis, à l'UFC, il n'a pas pu remporter plus de 4 milliards de dollars de 4 milliards de francs CFA, pardon, en un combat. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant qu'il était au MMA aux États-Unis, il a combattu, il a été champion du monde, mais tous ces titres de champion du monde qu'il a eu, ou qu'il soit en train de défendre le titre, quand il défendait le titre contre Miocic, ou bien quand il était en train de gagner le titre contre le même adversaire, Ngannou n'a jamais gagné autant d'argent. Il a gagné 20 millions de dollars avec un combat perdu. Il a gagné 10 millions de dollars en amical avec Tyson Fury. Il gagne 20 millions par la suite. C'est pour dire que moi, j'ai même envie de dire autant perdre les combats et gagner de l'argent parce qu'après tout, qu'on ne l'oublie pas. Autant perdre les combats et perdre l'estime et foutre la honte à son pays, à ses supporters, à ses fans. Non, Donc, on tu veux approuver le fait que donc, ce qui se dit que Ngannou a opté pour le système de l'argent. Il range non, ses il faut 13 milliards. Donc, tu Ngannou, il approuves faut déjà le comprendre fait quelque que Ngannou chose. Hein. est entré dans le couloir de la vente des combats. Non, 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 je ne dirais pas vente des combats. Je ne pense pas que quand il monte sur un ring, il se dit non, je vais aller perdre. Il se dit je vais aller battre mon adversaire de la même manière que son adversaire dit moi aussi je vais Mais aller lorsque battre. je Et chacun donne t'entends, le meilleur de lui. moi j'ai l'impression que tu es en train de dire que Ngannou gagnerait à perdre les combats parce qu'on a l'impression qu'il a opté pour le système. Non, On a l'impression qu'il veut se faire de l'argent. Il ne veut plus se faire de se donner une cote de popularité, celle qu'on a connue. honnêtement, il faut qu'on se dise quelque chose, NBD. Aujourd'hui, dans le monde des combats, quand on parle de MMA, je ne pense pas que Ngannou ait besoin de prouver quelque chose à qui que ce soit encore. Ngannou n'a rien à prouver à personne, que ce soit... Actuellement, il a signé avec la PFL, qui est la branche rivale de l'UFC, qui est toujours le MMA. Ngannou, depuis qu'il a signé, ça va faire bientôt 1 an et plus, il n'a pas trouvé d'adversaire. C'est parce que justement, il n'y a aucun adversaire à son niveau pour le moment dans la PFL. Le seul adversaire, il avait encore deux adversaires, je pense, encore au niveau de l'UFC. C'était John Bon Jones. Bon, c'était l'un des seuls encore. Et chaque fois où Ngannou devait défendre son titre contre le gars, il était blessé. Ngannou a même eu un temps, Ngannou le titillait en disant que tu fais exprès de dire que tu es blessé parce que tu ne peux pas être blessé chaque fois où on prépare un combat. Ngannou, et il a dit à Ngannou, pourquoi quand je suis pas blessé, toi tu es allé de l'autre côté. Ngannou a dit, bon, traverse la route et viens au combat parce que c'est l'un des seuls adversaires, comme a dit, qui a la botte de Ngannou. Un peu comme actuellement, si on demande à Tyson Fury de combattre, il a pris Ngannou juste pour donner de la visibilité. C'est lui qui donne de la visibilité en matière de boxe anglaise en Ngannou. Mais si c'est que on faisait les chemins inverses et que Ngannou devait demander à quelqu'un et que peut-être Tyson Fury ou bien Anthony Joshua venait au MMA, déjà, Ngannou va les éteindre, mais de deux, Ngannou peut leur dire aussi que vous n'avez pas mon niveau, parce que justement, ils vont venir comme des bébés pour apprendre. C'est pour ça que je dis, Ngannou a atteint un niveau où il n'a plus rien à prouver sportivement. Donc maintenant, il peut se laisser aller à s'entraîner, si on peut dire comme ça, parce que honnêtement, ce sont des entraînements qu'il fait parce qu'il n'a pas encore le niveau même en termes de boxe anglaise. On a vu encore lors d'un combat sérieux face à Anthony Joshua, la garde de Ngannou qui n'était pas vraiment ça, un droitier qui fait la garde à gauche et qui après change de garde au cours d'un match. Je pense qu'il y avait un gros problème déjà. Donc, pour moi, je ne pense pas que c'est seulement le facteur argent.
il y a le sportif peut-être parce qu'il c'est quelque chose qu'il aime. Mais maintenant, on ne peut pas mettre de beauté en touche le fait que pendant près de 7 ans où il a fait le MMA, il n'a pas pu atteindre 20 millions. Mais en un seul combat, il a 20 millions. Bon, honnêtement, on ne se ferme pas les yeux, mais il faut voir aussi les chiffres tels qu'ils sont. Maintenant, si c'est qu'il faut voir l'après-combat qui a eu lieu, il faut voir plus loin et dire, OK, Ngannou, il a essayé 2 fois, il s'en est mordu les doigts. Mais connaissant peut-être à peu près la hargne qu'il a quand il est sur quelque chose et la détermination, il reviendra. Mais pour le moment, je pense qu'il devrait se concentrer. Il y a un combat qui pourrait avoir lieu d'ici la fin d'année. Mais cette fois, ça va être en PFL. Donc, mais une discipline qu'il maîtrise un peu mieux. Je pense que c'est avec un Brésilien, si j'ai bonne mémoire. Mais ce n'est pas encore, les contours ne sont pas encore calés. Mais ça pourrait être son prochain combat. Ça va permettre d'abord, le Ngannou que beaucoup de fans ont vu, parce qu'on le voit toujours comme le Ngannou invincible, le Ngannou qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas mettre au sol. Oui, Et c'est pour oui. ça que beaucoup de gens peuvent être déçus. On a toujours eu l'habitude de le voir finir le combat très vite, être KO. Même s'il perd le combat, il est toujours debout en pleine forme. Un peu comme c'était le cas avec Tyson Fury. Donc, on a envie de revoir Ngannou rebondir, peut-être gagner 1 ou 2 combats MMA et ensuite revenir peut-être avec la boxe anglaise, mais pas au même niveau. Il ne va pas aller titiller le sommet directement. Peut-être commencer par un combattant qui est dans le top 10, long en bas, peut-être 9e, 8e position. Et au fur et à mesure qu'il va gravir les échelons, je suis sûr que si on lui remet le même combat contre un Anthony Joshua 2, 3 ans plus tard, je pense que ce ne sera pas le même combat. Et il faut le rappeler, Ngannou, il prend de l'âge. Ce n'est plus le même jeune qu'avant. D'accord. Ngannou, il prend de l'âge, ce n'est plus le même jeune qu'avant. C'est sur cette phrase que s'arrête CWK. Mais là, je voudrais appeler Olivier pour qu'il nous donne un peu son point de vue sur ce combat. Anthony Joshua qui a été intrépide face à Ngannou. Est-ce que Ngannou c'est un vendeur de match? Je voudrais avoir ton idée. Est-ce que Ngannou a opté pour le système de se faire de l'argent? Est-ce que Ngannou devrait quitter la boxe anglaise pour se contenter à un sport qu'il maîtrise mieux? Qu'est-ce qu'il faut dire sur Ngannou maintenant? Parce qu'il est en train de perdre de manière considérable sa cote de popularité au Cameroun et ailleurs. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Comment analyses-tu ce combat, ce dernier combat? Et quel avenir pour le champion planétaire Francis Ngannou? Ah, NBD, j'ai suivi religieusement l'intervention de mon copanéliste CWK. Il a fait le tour un peu de la question, mais moi, je ne ferai pas une chasse aux sorcières ici en disant que, en parlant d'argent, en parlant de gains, euh, comme on sait que dans la boxe anglaise, il y a beaucoup de combats arrangés et c'est ce qui décuit souvent. Nous, les fans, nous attendons à un combat, mais il est déjà pipé d'avance. Bon, déjà, moi, je ne vais pas parler du volet gain parce il a gagné beaucoup malgré qu'il a perdu en termes de gain. Mais vous savez que l'histoire, Ngannou, c'est une histoire. Ngannou, c'est pas n'importe qui. Ngannou, c'est pas Anthony Joshua. J'espère qu'on me suit la NBD. Allô? Oui, allô? Oui, on te suit, Olivier. On te suit religieusement Voilà. même. Ngannou n'a pas la même histoire qu'Anthony Joshua. Ngannou n'a pas la même histoire qu'un autre sportif de toutes ces catégories, de tous ces arts-là. Euh, Ngannou, c'est une histoire. Ngannou, c'est un roman. Ngannou, c'est un fighting spirit. Ngannou, c'est le Hemley, comme on parle chez nous, comme on dit chez nous, les Camerounais. Il est doté de cet esprit-là, de cet esprit conquérant, de cet esprit toujours valeureux, gagnant, combatif. Mais je pense que la déception de ces fans. C'est comme si on a perdu Olivier Mbele. Allô, Olivier? Il est parti. Sûrement là, des soucis de connexion.
Allô? Oui, je m'en excuse auprès des auditeurs. Problème de connexion. J'espère que on m'entend quand même là. Non, tu es, D'accord. c'est 5 sur 5. Ok, On t'a pas d'accord. suivi, mais là, on te suit parfaitement maintenant. Tu peux Je dis revenir que Ngannou, sur ce que tu disais. je dis que Ngannou, c'est une histoire. Ngannou n'est pas, c'est pas les autres. Ngannou a forgé son identité. Ngannou a forgé son aura médiatique par sa détermination et son fighting spirit. Le Hemley, comme je disais, pour les Camerounais. Donc, maintenant, les fans sont déçus, autant que moi, hein, que je sois déçu parce que il a perdu un combat, mais il faudrait savoir que le combat en boxe, c'est pas le combat en MMA. Il faut savoir qu'un Ngannou ancré par la grande porte, comme le disait CWK maintenant, tout à l'heure, d'ancrer par la grande porte et de toujours garder le niveau. Quand c'est que le sport défaite ou bien match nul, on peut dire. Mais mal pour tes fans, ils vont penser que tu as. Bon, le sport s'est fait tout vite maintenant en sport. Il a perdu déjà face à Tyson Fury, ce qui n'a pas amoché sa cote de popularité. Mais cette défaite face à Anthony Joshua et une défaite encore par KO au deuxième round, mais c'est pas possible. Quand on sait que Gano allait jusqu'à la fin du round, des 10 rounds avec Tyson Fury, on se dirait même que est-ce que Anthony Joshua ne pourrait même pas mettre la raclée à Tyson Fury? C'est des questions qu'on se pose. Je pense que vous posez la même question aussi. Donc, je dirais que la boxe, c'est pas de la rigolade. La boxe, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de concentration. C'est un sport tellement difficile parce qu'il faut rester au top niveau. Lorsque vous avez déjà atteint un certain aura médiatique, vous devez garder toujours cela pour pouvoir avoir toujours des faveurs du public. Mais maintenant, une défaite en boxe peut vous faire descendre à 1000, à moins 1000, comme si je peux dire cela, comme une victoire peut vous faire monter à plus 1000. Donc, je souhaite beaucoup de courage à mon compatriote. Je pense que les combats à venir, qui se prépare bien, qui prépare bien sa garde, parce que c'est la garde aussi qui a un problème chez Ngannou. Il est encore novice dans la boxe. Il n'a pas les qualités de Anthony Joshua. On a vu un Anthony Joshua vraiment très confiant dans ce combat. Et je pense qu'il va faire des merveilles pour les prochains combats. Et encore du courage et beaucoup d'abnégation. Donc, je ne suis pas déçu de Francis Ngannou. Je sais qu'il va rebondir et qu'il reste toujours, que l'humilité continue à être son fer de lance. Donc, je vais m'arrêter là pour ce combat Ngannou Anthony Joshua. D'accord. Ok, là, on a eu l'avis d'Olivier. Je t'ai écouté. Ok, on va quand même penser de la même manière que toi. On va toujours rester en sport. On va parler de cette fois de l'affaire des faux âges à l'Africa Foot. On se pose bien la question de savoir à qui la faute CW. Qui est-ce qui ne fait pas bien son travail? Qu'est-ce qui se passe à l'Africa Foot? Est-ce que de manière simple et de façon claire, tu peux nous expliquer ce qui se passe à l'Africa Foot? Parce que s'il faut parler de façon détaillée, qu'est-ce que je dois ajouter? Je vais quand même dire que tout ça se passe, tout ça se passe lorsque la Fédération camerounaise de football annonce qu'il y a 62 joueurs donc pour des raisons, ont été suspendus pour des raisons de faux âge. Donc, je vais d'abord passer la parole à CW. 62 joueurs, c'est beaucoup, mais le problème, c'est que c'est le nom de, comment on appelle le petit garçon de 17 ans là, Wilfried Ndouan là, Nathan, qui a voilà. été brandi sur la place, oui, brandi sur la place publique. C'est son cas qui a été très commenté dans les réseaux sociaux. Même le journal Le Monde en a parlé. On a ressorti son ancienne identité, la nouvelle identité. Donc, les autres 62 joueurs, les noms ne sont pas, peut-être les noms sont connus, mais ça n'a pas fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait que les footballeurs
en Afrique, au Cameroun en l'occurrence, n'utilisent pas leur vrai âge? Pourquoi aujourd'hui ça fait un tollé médiatique? Qu'est-ce qui se passe, CW? Alors, il faut remonter peut-être à quelques années en arrière pour constater que c'est un combat qui peut-être en fait, qui aujourd'hui est dévoilé aux yeux de tout le monde, mais qui part de très loin. Il y a quelques années, le Cameroun a été interdit d'un tournoi en France. Le Cameroun a été, je crois, banni même pendant 2 ou 3 ans. C'est le tournoi de Montaigu. Donc, le tournoi de Montaigu, c'est un tournoi qui rassemble des jeunes, je pense, qui ont entre 11, 12 jusqu'à 13 ans. Et ces jeunes-là, une fois qu'ils ont joué en France, souvent, il y a des détecteurs de talents qui sont là, qui peuvent prendre quelques-uns, ou bien qui peuvent suivre certains. Mais toujours est-il que le Cameroun a même déjà remporté un de ces trophées. C'est une sorte de Coupe du Monde des tout petits. Et le Cameroun a eu à remporter une édition et l'année d'après, on a interdit au Cameroun de venir pour la simple raison qu'on accusait les joueurs camerounais d'être un peu plus âgés que ce qu'ils disaient. Parce qu'on venait avec des joueurs qui, soi-disant, ont 11, 12 ans, 9 ans parfois, mais qui en réalité faisaient 15 ans, 16 ans. Vous voyez, des jeunes de 16 ans qui jouent contre des vrais jeunes maintenant qui ont 11 ou 12 ans en Europe. Ça fait que généralement, on est au-dessus. Mais vous verrez que les mêmes joueurs qui avaient 17 ans, les joueurs camerounais qui avaient 17 ans à cette époque-là, une fois qu'ils vont atteindre qui avaient 13 ans, entre guillemets, et ils vont être en train de jouer plus tard dans un club européen autour de 20, 22 ans, vous allez voir qu'ils ont plus de la peine à tenir au stade que ceux-mêmes qui ont réellement 20 ans. Et donc, le tournoi de Montaigu a banni le Cameroun à partir de ces histoires. On a commencé à imposer ce que je crois qu'ils appellent le scan des os pour être sûr que les os ont l'âge des os en tout cas. Si un joueur vient, on dit qu'il a 17 ans, est-ce qu'il a réellement 17 ans d'après ce que sa morphologie dit et d'après ses ossements. Donc, le Cameroun part de très loin et ça tombe maintenant sur les grands. Cette histoire qui a été soulevée par la FECAFOOT, on a l'impression qu'elle est née de maintenant, mais elle est née aussi de depuis. Vous allez voir la FECAFOOT qui annonce, et quelques temps après, comme par hasard, la FECAFOOT fait une annonce publique et le lendemain, c'est le journal Le Monde Afrique qui fait également les révélations à travers une enquête qu'ils ont menée depuis. Donc, des sources journalistiques, et je vais dire comme ça, dans le couloir des journalistes, il y a beaucoup de langues qui se sont déliées pour dire qu'en fait, quand on a sélectionné Nathan Douala, si c'est même son nom, parce qu'apparemment, il s'appellerait Alexandre Badeli, et puisque le journal Le Monde Afrique l'a interviewé en 2021. À cette époque, il jouait à Oryx de Douala. Et il a dit qu'il s'appelait, en fait, il dit clairement, il s'appelle, je veux dire, il se présente comme Alexandre Badeli, jeune qui joue à l'équipe d'Oryx de Douala. Bon, une fois qu'il arrive maintenant à l'équipe de Popo, ce n'est plus le même joueur, on retrouve plutôt un Nathan Douala. Le malheur de celui-ci est qu'il a des tatouages, des mêmes tatouages qu'il avait en 2021, reconnaissance faciale exacte, la même cicatrice du côté de l'œil droit. Donc, l'enquête menée par le journal Le Monde est claire et montre que c'est le même personnage, Alexandre Badeli, qui est le même Alexandre Nathan Douala. Est-ce que quelque chose s'est passé entre-temps? Pourquoi il n'a pas le même âge? On aurait pu comprendre qu'il ait des noms différents, mais le même âge, les mêmes tatouages partout sur le corps, il y a de gros problèmes qui se sont posés. Il semble donc que les journalistes de Le Monde auraient signalé quand même il a été sélectionné par les Lions, pour les joueurs des Lions de Noton, on a signalé qu'il n'était pas le même personnage. Et donc, quelque part, peut-être des tractations, peut-être c'est même l'une des raisons pour lesquelles il n'a joué aucun match, on ne sait pas. Donc, heureusement, je dis bien heureusement, parce que si on a dit qu'il avait 17 ans pendant la CAN, heureusement, il n'a joué aucun match et même s'il avait joué un match, aucune équipe n'a porté réserve vis-à-vis de ce joueur parce que il faut rappeler que les règlements de la CAF disent que si le joueur a joué et que nous, le pays, la fédération qui l'a fait jouer était au courant, c'est 2 ans, c'est 2 éditions de la CAN sans jouer. C'est-à-dire, vous êtes pendant 4 ans, vous n'allez pas jouer. Mais si le joueur est venu, il a fraudé sur son âge et que nous n'étions pas au courant et on l'a fait jouer quand même, c'est une seule édition. Donc, potentiellement, on pourrait dire que le Cameroun pourrait ne pas avoir une édition, mais comme aucune équipe n'a porté réserve pendant la compétition, on va dire qu'il n'en sera rien. Pour le moment, en tout cas. Jusqu'ici, il n'en sera rien juridiquement. Alors, le problème des faux âges maintenant dans le football camerounais est très, 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 très grand. Là, NBD, tu parles, pardon, de 62 joueurs
mais il faut étaler la liste un peu plus loin. La liste qui est sur le site de la FECAFOOT fait état de plus de 90 joueurs. Parce que là, 62 joueurs, c'est en première division. 92 joueurs, c'est en première et en deuxième division camerounaise. Or, pendant les playoffs qui devaient avoir lieu, qui ont été repoussés d'une semaine même d'ailleurs à cause de ces histoires d'âge, il y a chaque équipe qui avait des joueurs qui avaient cette double identité. On a demandé systématiquement à ce que tous les joueurs ayant la double identité soient retirés. Donc, quelque part, je me dis que la situation est vraiment assez cruelle, mais aussi quelque part, est-ce que la FECAFOOT ne se tire pas une balle dans les jambes? Parce que c'est la même FECAFOOT quand on est en train de donner la liste des joueurs au début de la saison, c'est la FECAFOOT qui prend la liste et elle aurait pu constater cette double identité-là dès ce moment. Mais le problème est grave parce que elle a laissé jouer certains joueurs pendant la saison et c'est bien après qu'elle se rappelle que, ah tiens, il y a des soucis de double identité. Donc, on aurait pu sonner l'alarme un peu plus tôt et soit demander à ces joueurs de se régulariser, soit empêcher que ce soit fait. Bon, c'est aussi des cas qui s'expliquent. Peut-être après l'intervention d'Olivier, je pourrais encore dire autre chose. Alors, merci CWK. Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui motive les joueurs à, à diminuer leur âge, à donner les faux âges, fausses identités sur eux? Est-ce que tu peux évoquer comme ça quelques raisons pour que nos panélistes, nos auditeurs essaient de comprendre? J'ai côtoyé beaucoup de footballeurs je me suis moi-même essayé au football, malgré que j'ai pas eu aussi de chance que les Samuel Eto'o et tout ce monde-là. Euh, le football est un sport populaire quand on grandissait. Il y a un de football où tous les jeunes pouvaient venir botter du ballon, tirer quelques shoots. Euh, pour les âges, déjà, c'est un problème de chance. Hein. C'est un problème de chance. Vous pouvez jouer pendant tout ce temps et puis vous n'avez pas de chance. On sait que le nombre de sélectionnés est dérisoire par rapport aux personnes qui sont en train de concourir. Ça fait en sorte que les gens vieillissent sur place et celui-là, sachant encore qu'il a un peu de force dans les jambes, il va faire tout et tout pour pouvoir s'insérer dans une équipe quand on sait que quand on sait ce que génère le football, quand on sait que le football en une sélection, ça peut changer la vie de quelqu'un radicalement. La pauvreté aussi est un facteur prédominant dans ce problème d'âge et c'est ce qui motive donc aussi les gens à aller faire ce qu'on appelle le combat. Le Kumba ici au Cameroun s'est répandu. Ouais. C'est pas seulement au Cameroun, hein. C'est pas seulement ici au Cameroun qu'il y a les problèmes d'âge. Même les Brésiliens, même les Français ont des problèmes d'âge. Ouais. Mais chez nous ici, parce que nous le vivons, parce que nous avons côtoyé déjà ces gens que nous voyons que ça pullule ici au Cameroun. Mais c'est vraiment un problème parce que j'ai écouté CWK tout à l'heure qui disait vous ne pouvez pas aller jouer contre des enfants de 9 ans et vous avez les 17 ans. Ça va vous rattraper demain. Nous voyons des joueurs ici qui n'arrivent même plus à faire 20 mètres sur le terrain parce qu'il est fatigué, parce qu'il a déjà l'âge Mais c'est d'un le vieux. cas. Justement, regarde un peu, Olivier. Imagine-toi les mêmes gars qui ont gagné, par exemple, les Jeux Olympiques en 2000, les Camerounais. Mais attends, si on Oui. suit la trajectoire de tous ceux qui avaient dit qu'ils avaient un certain âge à cette époque-là, regarde contre qui on a joué contre l'Espagne. L'Espagne de qui? De Xavi, de Iniesta, de Casillas. C'est pas l'équipe d'Espagne plus tard, quels qui sont devenus plus tard champions du monde. Mais pourquoi nous n'avons pas pu atteindre le même niveau? Il y avait déjà ce Et vous problème-là. voyez, et cela se résume aussi quand vous voyez un peu la courbe sportive La de courbe de presque tous les progression. Oui. Camerounais, à part les Samuel Eto'o. À part les Samuel Eto'o et tout ce monde-là, je ne dis pas que Samuel Eto'o n'a pas, je ne connais pas son âge, hein, mais bon. Quand vous voyez la courbe un peu, la courbe, c'est les Camerounais jouent à peu près en moyenne 7 ans, 5 ans,
pas plus de 10 ans. Alors que nous voyons, j'ai vu un match d'André Signé. Ce gars est encore phénoménal. Il a encore alors que nous voyons des gens maintenant comme nos internationaux. On a vu la CAN. Moi, j'avais parlé de ces histoires ici que avec mon petit frère. Parce que moi, qui suis placé ici, quand je me regarde dans la glace, je regarde celui-là, je dis que mais non, c'est pas quand même 23 ans ou bien 22, 26. Mais bon, vous voyez, le résultat, c'est au terrain. Le résultat maintenant, c'est ça l'incidence. Et je pense que c'est un phénomène qui est récurrent dans toutes les équipes. Et la FIFA organise, entame des enquêtes chaque fois sur certains joueurs pour vérifier leur identité. Mais bon, au Cameroun, on va dire que ce n'est pas une première. Et puis, ce Nathan Douala, vous-même, vous avez vu, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé lors de la CAN, bien avant même que la CAN se joue, lorsqu'on a sorti la liste des joueurs sélectionnés. Il a été fiché depuis que celui-ci n'a pas 17 ans. Parce que le physique, la morphologie, ça ne peut pas quand même nous tromper. On ne va pas dire qu'il a vieilli aussi vite, c'est une maladie. Alors, pourquoi n'as-tu pas consulté un médecin? Bon, je ne vais pas me prononcer il n'a pas 17 ans, hein, mais bon, quand on regarde aussi, chacun peut avoir son opinion. Et vous voyez, le football est aimé par les Camerounais et on sait que le football change la vie de quelqu'un radicalement. C'est ce qui pousse les gens à pouvoir magouiller et pour pouvoir intégrer des équipes dans le football. Ok, d'accord. Olivier, merci pour ton intervention. On va sans toutefois tarder, hein, sans plus tarder, on va amorcer avec le dernier sujet. Il s'agit du délégué régional dans la région du Nord qui a, qui est allé dans une école, dans un lycée de la place, un établissement de la place et qui a donné un ultimatum aux enseignants de ne plus utiliser le fouet sur les élèves. Il a été très sérieux là-dessus. Il parlait avec un ton des plus sérieux. La vidéo a été virale. Le gars était sérieux et il disait il ne veut plus qu'on fouette sur les enfants. Et puis, quelques semaines plus tard, je pense, quelques jours plus tard, je pense une semaine maximum, dans 7 jours, un enfant, un élève, s'est très mal comporté vis-à-vis de son enseignant. Il a même promis la bastonnade à son enseignant. Donc, du genre, si tu essayes de faire tes micmacs là, je vais te faire voir le feu. C'était un peu de ça qu'il s'agissait. Nous avons grandi dans des... Je vais poser la question à CW, qu'en tant que grand frère, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'ancien enfant, toi, tu te rappelles de la manière dont on a vécu. Je ne sais pas si le fouet nous avait fait du mal ou ça nous avait fait du bien, mais essaie un peu d'analyser, essaie un peu d'analyser les propos. Donc, je sais pas, essaie un peu d'analyser un peu la logique du délégué. Est-ce qu'il faudrait en 2024 ne plus fouetter les enfants? Et je vais dire qu'il ne faut plus fouetter, mais surtout, je vais dire que je suis contre tout type de service corporel. Même si c'est qu'il faut avouer que quelque part, malheureusement, on a incrusté dans la tête des enfants que c'est quand on te fouette que tu vas comprendre. C'est-à-dire, si on te fait passer, on ne prend pas le fouet pour faire une menace, rien ne va passer. Peut-être que ça sort aussi du fait que l'on a un passé esclavagiste et que on soit trop resté dans les habitudes des colons. Maintenant, moi, je le dis encore, tout ce qui est service corporel, je ne suis pas d'accord. Mettre les enfants à genoux, moi, je sors d'une époque où on nous mettait à genoux, on disait planter les choux, on était prêt à nous dire de ramper parfois, de marcher à genoux jusqu'à un certain niveau. On a subi tout cela. C'est vrai qu'on n'en est pas mort, mais pour autant, on ne devrait pas permettre que ce soit la même manière que nos enfants soient éduqués. On a un gros souci au niveau de l'éducation au Cameroun parce que bien que le délégué doit venir et dire qu'il ne faut pas faire cela, il y aura quand même des gens, qui ont, parce que l'éducation de l'enfant, ça commence pas à l'école, ça commence à la maison. Si vous, parents, vous n'avez pas le courage de dire à l'enfant, stop, ce que tu fais là est en trop, il ne respectera jamais l'enseignant, parce que c'est d'abord toi. Si tu as trop laissé l'enfant, il y a laissé aller au niveau de l'enfant, ça va se poursuivre naturellement à l'école. Il va se dire qu'il est intouchable parce qu'à la maison, papa a l'argent et qu'il voit un pauvre enseignant, entre guillemets. Or, quand on donne de la valeur
aux autres, on inculque les valeurs telles que le respect des aînés, le respect de l'enseignant à l'enfant. Ça devient naturel. J'ai vu des parents avec des enfants où l'enfant dit parfois, si tu me grondes encore, je vais aller trahir ma maîtresse. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la puissance de cette parole quand l'enfant ne sait même pas que la maîtresse ne peut rien faire aux parents. Mais quelque part, ça veut dire que l'autorité que le parent a donné à la maîtresse est bien reçu. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, même si l'enfant voit en la maîtresse quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui peut défendre, qui peut la défendre, en ce moment, même si vous, le parent, vous venez en fait, vous mettez la maîtresse, vous mettez le parent, l'enfant va toujours dire, pour moi, c'est la maîtresse qui est la plus, elle est celle qui est au-dessus, parce qu'on a montré la place de la maîtresse depuis la maison, en fait. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant qui vient que non, tu peux utiliser ton téléphone à l'école. Parce que je me rappelle, moi, c'est juste après que l'on soit quitté le lycée qu'on a interdit les téléphones. On nous permettait de venir au lycée avec les téléphones. Jusqu'en première, j'utilisais le téléphone au lycée. En terminale, on nous disait déjà d'utiliser à la pause ou pas. Et c'est juste après, je pense, 2008-2009 qu'on a interdit le téléphone au lycée. Et ça venait toujours d'un manque de respect des enfants. Je pense qu'il y avait un fils de sous-préfet qui était venu à l'école avec le téléphone et qui, justement, a laissé sous sonnerie et ça perturbait les classes, les cours d'un Ouais. enseignant. Il a confisqué le téléphone et je pense que l'élève a refusé et c'est allé d'un tout comme ça et c'est devenu autre chose. Donc, c'est pour dire, justement, si l'élève avait été conscient en ce moment-là et qu'il avait reçu une meilleure éducation à la maison, il aurait respecté son enseignant, déjà respecté ses autres camarades en mettant son téléphone sous vibreur et de manière Mhm. simple, il aurait remis on est peut-être accepté la punition. La punition peut être 2 heures de colle et ça, on s'en serait tenu là. Maintenant, quand un élève a le courage soit de sortir la matière, parce que je vois des vidéos horribles des enseignants qui sont torturés. Déjà que les gars n'ont même pas de salaire, vous venez encore leur faire subir des choses qui vont imaginer. En Les effet. gars que le salaire, ils n'ont pas, ils ont leur rappel vient avec les 3 cas et tout, parce que il y a des gars assis dans les bureaux qui vont couper leur salaire. Le salaire vient Mm. encore avec à la traîne et vous permettez encore à vos enfants de venir les piétiner. Ils sont parfois, je dis bien plus de 150 élèves parfois dans une salle. Je ne parle pas de ce Mhm. qu'on me raconte, mais du vécu. Vous allez voir dans une salle de classe prévue pour 40 élèves initialement. Dans un lycée, vous allez réussir à trouver dans une salle de 40 élèves, on a carrément pratiquement 120, 140, 150 et même plus parfois dans une seule salle de classe. C'est-à-dire le professeur n'a Mhm. même plus l'espace. À quel moment on va faire le suivi personnalisé de chaque élève? C'est impossible. Et c'est l'éducation qui se meurt. Parce qu'on vient là avec ce qu'on va dire comme vulgairement le pour là. C'est tout le monde qui est là. C'est monsieur tout le monde qui est Ouais. là. Et on a de la peine à pouvoir en extirper la mauvaise graine pour pouvoir dire peut-être c'est tel là, il a Ouais. peut-être un cas qu'on peut envoyer chez le conseil d'orientation pour qu'il ait un suivi particulier. On ne va même pas Mhm. constater parce que c'est impossible pour un professeur de suivre normalement autant de personnes. Maintenant, quand votre enfant vient, par exemple, avec la matière de menacer le suivi en général, peut-être parce on a puni, parce qu'il veut jouer le caïd à l'école. Mais soit on va créer des cellules de redressement pour les jeunes délinquants, parce que ça ne sert à rien de Ouais. les envoyer en prison. Là-bas, soit on va les radicaliser en prison parce que peut-être il a tapé son enseignant, on l'envoie en cellule, il quitte de la cellule, on l'envoie en prison et après ça devient plus grave. Donc, on crée des cellules de redressement pour ces jeunes délinquants-là où on va simplement comprendre quel est son problème. Forcément parce que il est né comme ça, mais c'est parce que l'environnement dans lequel il est le socialise comme ça. Est-ce que le Mm. parent le suit? Est-ce que peut-être son papa ne lui lance pas des mots violents? Et sa seule manière de se défouler, c'est sur le pauvre enseignant. Il y a autant de choses. Vous voyez que ce n'est pas seulement l'enseignant ou bien une simple décision d'un délégué qui va suffire à faire basculer les choses, mais c'est toute une chaîne et peut-être pourquoi pas faire carrément les états généraux de l'éducation au Cameroun. Ça permettrait vraiment de toucher tous les aspects et de remettre l'enseignant au cœur de la formation. Mm. OK, merci. Merci pour ton intervention, Olivier. Est-ce que pour toi, le fouet, c'est la meilleure solution ou bien laisser les enfants comme ça, user de d'autres techniques pour pouvoir les éduquer, je vais pas les éduquer. Est-ce que c'est la meilleure manière? NBD, on va dire que euh, le fouet, j'ai déjà premièrement l'enseignant et
secondairement aussi, au même titre, je vais dire, l'enseignant et l'élève. Parce que quand on sait que euh, euh, vous ne connaissez pas comment quelqu'un s'est levé, vous arrivez, vous mettez le fouet sur un élève. On a vu des élèves qui sont morts. Et l'enseignant, ça ne décrit pas seulement la vie de la famille de l'élève, mais ça décrit aussi la vie de l'enseignant parce que là, c'est un homicide. Et quand on va vous juger sur cette base-là, on va vous juger sur la base des textes de loi. Et maintenant, ce que j'ai vu, la vidéo que j'ai vue récemment du délégué régional qui est arrivé et le délégué régional n'a fait que son travail, il a mis les choses au clair. C'est selon la loi, il est interdit de mettre main sur un élève. Vous n'aimez pas l'élève plus que son parent ou bien quoi que ce soit pour dire que ceci, cela. Non. L'éducation commence à la maison. Si les parents ne veulent pas éduquer leurs enfants à la maison, ce ne sont pas les professeurs ou bien les instituteurs qui vont faire les pieds et les mains pour pouvoir régresser votre enfant. Bien que l'école régresse, mais ça commence à la maison. Il faudrait inculquer à vos enfants les valeurs sociétales, de telle sorte que nous, on a grandi, on savait il y avait le respect des aînés. Tu vas regarder l'enseignant comment, quand tu sais que c'est lui qui te dispense le savoir. Tu vas le regarder comment, tu vas rien dire. Tout ce qu'il va dire, tu vas faire. Et c'est ce qui a fait en sorte que notre génération a été une génération vraiment comment on peut dire, une pépinière. Parce que quand vous regardez maintenant l'éducation de maintenant, c'est la drogue, les enfants se donnent à la drogue. Les enfants ne se donnent pas à la drogue seulement à l'école. Ça commence par les valeurs qu'on leur inculque à la maison. Bon, maintenant, moi, j'ai un souci avec la démarche du délégué régional. Il y a ce qu'on appelle des réunions, des meetings, des conférences. Il peut faire une réunion avec le proviseur et tout ce monde, mais venir à plein rassemblement interpeller le proviseur parce que j'ai dit, monsieur le proviseur, si j'entends encore que non, non, c'est pas comme ça que ça se fait. Là, vous avez ouvert une porte, la porte qui va faire en sorte que maintenant, lorsqu'un enseignant va dire à un élève que fait ceci et l'élève refuse de faire, et puis l'enseignant va vouloir peut-être perdre la route en disant, peut-être même menacer seulement que je vais te fouetter, mais l'élève a dit que si vous ne pouvez pas me fouetter, parce que moi je sais déjà on ne doit pas me fouetter. Donc il faudrait faire les choses de manière diplomatique, appeler les enseignants dans un cadre normal et puis faire une réunion avec eux qu'il est formellement interdit de mettre main sur un élève. Et maintenant, bon, vous voyez l'éducation que nos petits frères reçoivent maintenant. Des enfants vont avec des couteaux, des enfants vont avec des machettes et ceci. Ils amènent un comportement de vandale en plein établissement quand on sait que l'école, c'est notre savoir, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'un homme et c'est inscrit dans les droits humains parce que tout le monde a droit à l'éducation. Mais vous voyez maintenant, l'élève qui est arrivé, il a battu son professeur, il a poignardé son professeur quand on sait que nos professeurs sont aussi jeunes. Maintenant, ils ne sont pas seulement des vieux. On a des jeunes professeurs maintenant qui arrivent et ils trouvent plus vieux que lui en terminale. Tu vas te dire quoi, celui-là? Celui-là va te dire que mais, je vais te battre même dehors. Alors, c'est là où on doit régler le problème et on doit créer maintenant. Moi, je suis pour qu'on crée des centres de régressement comme CWK l'a dit. Si un élève traverse la ligne rouge, on le renvoie purement et simplement. Avant, c'était que c'est les grands frères du quartier qui venaient te prendre. On va te mettre à l'internat. C'est pour ça qu'on a fait les internats. Pourquoi les enfants ne vont plus à l'internat maintenant? Les internats, c'est vide. Les enfants doivent repartir à l'internat quand on sait qu'à l'internat, tu es privé, c'est comme une cellule de régressement. Ce n'est pas une prison, mais c'est une cellule de régressement. Et ces élèves-là, quand ils quittaient de l'internat maintenant, revenaient encore dans la société, ils étaient déjà des élèves modèles. Bon, moi, je pense que on doit revoir notre politique d'éducation au Cameroun. Les réformes sont bien certes, mais elles sont peut-être pas diligentées pour le moment. Et vraiment, je suis contre toute forme de violence entre enseignants comme élèves. Donc, c'est mon Mais la solution, intervention. c'est quoi? La solution, c'est quoi? On les tape, on ne les tape pas.
Allô, Olivier? Bon, je pense Olivier il qui a vient de nous clairement dit, hein, quitter. il n'était pas totalement pour le fouet. Il a clairement exprimé son besoin plutôt de voir des manières de redresser sans passer par le fouet. De redresser sans passer par le fiambre. On dit souvent qu'il y a l'adage qui dit que les oreilles du noir, c'est aux fesses. Tu vas faire comment pour Non, redresser un Non, noir sans le c'est quitter? Mais je justement, vous assure, moi, malheureusement, ce qui a fait non, de c'est comme moi ça une que fille les très Occidentaux nous obéissante. ont habitués, mais c'est pas faux, Les élèves c'est du noir, totalement faux. c'est pas au fait. Il faut nous enlever, arrêter ça. Il y a plusieurs manières. Il faut essayer de revoir les choses. La violence, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on a vu Olivier, moi, comment je la te violence parle a de gâté. moi. Je te parle de moi. La chicotte, Oui, on ne m'a mais pas je comprends. fouetté. Mais le fait de voir comment on fouettait les autres me redressait déjà à distance. Déjà, on est Les trucs comme comme peut-être les trucs comme les formé. grossesses Peut-être précoces, formé de- j'ai pu éviter les trucs comme les grossesses précoces, Non, être non. sexuellement active très jeune là. C'était à cause du fouet. Hein. Bon, bon, vous savez que, tu sais quand même que L'enfant peut exposer d'abord à la il y a télévision, à cela que Internet. Il regarde ce qu'ils ne moi, doivent pas regarder. Mais si on il ne y les a, regarde pas avec le il y fouet, a un je ne sais pas élève. quel conseil on peut leur donner pour qu'ils essayent Non, 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 de respecter un certain nombre de choses. il y a des punitions. Moi, je parle d'une manière Quelle un peu punition? Il y a quelle punition? générale. Hein. D'une manière générale. Vous allez fouetter un élève. Si l'élève meurt, mais vous allez aller en prison. Autant mieux ne pas le Mais c'est faire. la manière de fouetter. Tu vas fouetter au fait, s'il meurt comment? On a des élèves qu'on a fouettés au fait et ils sont morts. Ils ne sont pas morts peut-être par le NBD, il faut que fouet. que l'on soit clair et sérieux, hein, parce qu'il arrive que ce n'est pas toujours parce qu'on a fouetté ou peu importe l'endroit que l'enfant ne meurt pas. On parle même de mourir, peut-être c'est la chose la plus extrême. Mais si vous voyez, il y a des parents qui viennent clairement au début de l'année et qui dit à l'encadreur, je ne veux pas que l'on touche mon enfant. Moi, je fais clairement partie de genre de parents-là. Mais je vais dire clairement à l'enfant, Mais le oui, jour où tu t'égares et que tu manques de respect à ton enseignant, ben, tu as affaire à moi directement. effectivement. Ça ne veut pas Mais dire Ce qu'il n'est faut pas remettre seulement en question l'enfant aura affaire l'autorité du à parent. toi dans quelle mesure? Quelle est la mesure que tu vas prendre pour que l'enfant ne refasse plus la même chose? Je il y pense a que des punitions que tu peux faire à la maison. j'ai travaillé avec des enfants pendant au moins 4 à 5 ans. Je pense qu'il y a tellement de On punitions. nous Il donnait y a des des corvées. manières de priver l'enfant de ce qu'il aime. Priver toujours Voilà, il y a l'enfant des de ce qu'il corvées. aime en lui Le faisant technicien. comprendre que si tu ne fais pas ci, donc tu fais ça. Il y a des corvées, il y a des corvées comment je vais dire, il y a des corvées qu'on peut donner. Ce n'est pas seulement le fouet. Éviter de mettre le fouet au centre de l'éducation, non. Il y a des méthodes. Et puis, ce n'est pas par le fouet qu'on devient sage, non. C'est pas par le fouet qu'on devient sage. C'est de la conscience. Ok, Il faut éduquer les enfants, les rendre conscients que l'école est importante pour toi. L'école est importante pour toi. Ce n'est pas important pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Si tu ne fais pas l'école, tu n'as pas d'avenir. Parce que le savoir, c'est la chose qui va permettre que tu deviennes entrepreneur, que tu deviennes ingénieur, que tu deviennes un homme d'affaires ou bien quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas fouetté que tu n'es pas devenu ceci. Il y a des enfants qu'on n'a pas fouettés qui sont des personnalités actuellement. Donc, laissons l'histoire de ok, fouet et ok, ok. voilà. D'accord. On va s'arrêter à ce niveau. On va s'arrêter à ce niveau. Nos auditeurs vont aussi essayer de commenter. Euh, Là, tout de suite, là, je sais pas comment. Oui, tu clôtures, tu clôtures. Martial est avec nous. Comme je le disais tantôt, nous allons recevoir sur ce panel le deuxième entrepreneur du mois de l'entrepreneur sur 237 stories. Il s'agit ni plus ni moins de Martial Ngono, entrepreneur camerounais spécialisé dans la fabrication locale du jambon, du saucisson, du pâté de campagne. Il est aussi spécialisé dans les... Il fait aussi de la géophysique, dans les études de géophysique, fourrage et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous allons parler de lui de manière exhaustive. Il va d'abord commencer par nous dire qui il est. Bonjour, Martial Ngono. Bonjour, madame. Voilà, bonjour, c'est Anne BD. Je suis NBD. Martial Ngono, notre entrepreneur du mois. Alors, Martial Ngono, qui es-tu?
où est-ce que tu es né? Comment as-tu commencé tes études primaires, secondaires, supérieures? C'est par là que tu vas commencer et puis tu nous diras par la suite comment est-ce qu'est née l'initiative de devenir entrepreneur de deux secteurs d'activité quasiment opposés. Ok. Déjà, je m'excuse parce que j'ai eu un petit retard par rapport au planning de l'émission. Oui. Martial Germain Gono, c'est mon nom. Je suis né à Obala. Mhm. J'ai fait mes études primaires et secondaires d'abord à l'école catholique Saint-Joseph d'Obala. Mhm. Ensuite, de la sixième en seconde au collège Joseph Tinzi d'Obala toujours. Oui. Ensuite, je suis allé dans un lycée non loin d'Obala, en Komotou précisément. J'y ai fait première et terminale. J'en suis Mhm. sorti avec un baccalauréat D. Je me suis inscrit en fac à l'université de Yaoundé 1, filière géologie, sciences de la terre autrement appelée. J'en suis sorti de là avec un master en géodynamique externe. À la fin du cursus universitaire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, dans notre contexte avec les diplômes académiques, très souvent, on ne Oui. sait pas, on est juste attiré par l'enseignement et autres. J'ai commencé d'abord par des vacations, mais bon, ça ne donnait pas le salariat, c'était pas trop mon affaire. Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je ne me sentais pas à l'aise comme salarié. Il fallait faire quelque chose où je pouvais m'épanouir, où je pouvais me sentir bien. Oui. C'est là où vient l'idée de chercher une formation pratique. Oui. Alors, je suis allé étudier un peu de géophysique Mhm. pour faire des fourrages, puisque j'avais déjà à la base une formation de géologue, hydrogéologue Mhm. également. J'ai étudié la géophysique et après, Mhm. bon, j'ai commencé à faire des fourrages avec une entreprise privée à Douala. Euh, Après quelques temps, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas m'installer dans mon propre compte? Parce que, comme je l'ai dit beaucoup en arrière, je ne me suis jamais senti à l'aise comme employé, comme salarié. Et c'est là que me vient l'idée d'ouvrir Geograding Construction, une entreprise qui fait des forages, qui fait dans le bâtiment également et beaucoup d'autres Oui. prestations. Ouais. Mhm. J'y ai exercé pendant un certain nombre d'années. C'est là que des amis du lycée, euh, un jour me contactent et me disent, OK, bon, nous sommes sur un projet, il s'agit de l'agroalimentaire. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour essayer de créer quelque chose qui pourrait impacter, qui pourrait apporter une plus-value parce que on est parti du constat que les produits de charcuterie qui sont importés au Cameroun ne subissent aucun contrôle. Et quand vous les goûtez, vous sentez que le goût, la saveur, c'est pas trop ce que les gens recherchent. Oui. Parfois, c'est trop Oui. salé, parfois. Oui. Alors, parmi eux, il y avait un qui avait une formation en biotechnologie, sorti à l'INSAI de Ngaoundéré. Mhm. Alors, il nous dit, on peut, et dans la même dynamique, le gouvernement du Cameroun venait aussi de lancer la SND Grant, où Oui. le point capital était l'import substitution. Alors, il fallait faire quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on limite les importations de certains produits qu'on pourrait avoir sur place. C'est par là que nous vient l'idée d'ouvrir une charcuterie. Nous sommes mis ensemble, on a travaillé le projet et nous l'avons mis sur pied. Nous avons construit une usine à Obala et nous avons lancé la production. Voilà d'où vient l'Île du Sud et voilà d'où vient Geograling, les deux entités que je dirige actuellement. Ok, d'accord, très intéressant. Donc, ça veut dire que votre entreprise est spécialisée dans le creusage des forages et tout ce qu'on imagine. Évidemment, les forages, les études géophysiques d'abord, les forages, et ensuite le bâtiment parce que
c'est toujours un groupe de jeunes sortis de Polytech, école de travaux et des écoles d'architecture. Donc, nous faisons dans la conception, nous faisons dans la réalisation. D'accord. D'accord. Alors, comment est née dans l'idée de l'entreprise qui fabrique les saucissons et tout, est née d'un ami, un ami qui Oui, est venu vous proposer l'idée, vous avez adhéré et puis vous avez implémenté l'idée. Et elle est basée où maintenant? Où est-ce qu'est basée l'entreprise qui fait dans la transformation du poulet en saucisse, en jambon de vous êtes, vous êtes situé où? ok. Comment elle s'appelle? Lys du Sud, c'est cette entreprise-là qui fait dans la Oui, charcuterie de poulet exclusivement. Elle est oui, située à basée où? Obala. Elle est Mhm. basée à Obala. Oui. Obala, une Et banlieue. l'entreprise de géophysique, c'est aussi à L'entre- Obala? Non, non, l'entreprise de géophysique, elle est basée ici à Yaoundé. Nos bureaux sont Oui. derrière la pharmacie Nkolndongo. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'une ou l'autre entreprise, dans l'entreprise de charcuterie et l'entreprise de géophysique? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés tous les jours? Ok, pour parler des difficultés, je vais commencer par Lys du Sud. Mhm. Lorsque nous lancions Lys du Sud, euh, nous sommes partis sur le principe qu'on allait acheter du poulet vers les différentes fermes de Bala et Yaoundé également, aussi les marchés de Yaoundé, transformer ce poulet et avant de vendre du saucisson. Oui. Mais après, on s'est rendu compte que le marché du poulet était très instable parce que pour une bonne charcuterie, il faut des poulets d'un certain gabarit, au minimum 3 kilogrammes. Oui. Et les prix de ces poulets sont très instables sur le marché. Vous pouvez arriver un jour, ils sont à 4 000, 5 000, un autre jour, ils sont à 7 000. Ce qui nous faisait perdre énormément en termes de coûts de production. Oui. C'était vraiment un caillou dans nos chaussures. Il fallait qu'on trouve une solution à un moment pour arrêter la saignée, puisque on se rendait compte qu'après avoir géré toutes les charges et autres, il n'y avait pas une marge bénéficiaire considérable pour pouvoir Mhm. poursuivre la croissance de l'entreprise. Mhm. On s'est dit il faut limiter la saignée. Il faut plus dépendre du marché du poulet pour notre matière première. Il était donc Mhm. impératif d'avoir une ferme moderne à nous, commencer par l'élevage du poulet, avoir Oui. nous-mêmes notre propre poulet pour le transformer, pour pouvoir le transformer. Ça fera en sorte que lorsque les prix du poulet sur le marché sont à un taux raisonnable, on pourrait acheter et lorsque ça monte, on pourrait utiliser les poulets de notre ferme. Oui. C'est à ce niveau que nous en sommes, à la construction de la ferme. Au niveau de la production, nous avons limité. Vraiment, nous avons limité. Nous étions en pourparlers avec les supermarchés d'offres pour la commercialisation de nos saucissons. Nos saucissons, on a dû arrêter. Santa Lucia également, on a dû rompre provisoirement le contrat parce que jusqu'ici, ils étaient notre premier circuit d'évacuation. Bon, ça c'est pour ce qui est de l'île du Sud. Pour ce qui est de GeoGraling, Attends, la principale... là, un instant, s'il vous plaît. Là, pourquoi est-ce que vous avez dû rompre le contrat avec Santa Lucia? Santa Lucia nous exigeait une certaine quantité de saucissons à chaque fois que le stock est épuisé. Ça veut dire qu'ils nous disent, par exemple, en van, vous devez livrer chaque semaine 200 saucissons. Oui. Vous voyez que si vous ne pouvez pas tenir la cadence, parce qu'il faut éviter de se retrouver dans une situation de rupture de stock.
Ça veut dire que les clients savent déjà qu'il y a des saucissons de poulet là et après ils arrivent, il n'y en a plus. Ils nous l'ont fait comprendre. On leur a dit qu'actuellement, il nous est impossible de pouvoir remplir cette demande-là et qu'on prendrait du temps pour reculer et mieux bondir. Ouais, c'est ce qui nous a fait mettre une pause avec Santa Lucia. Santa Lucia. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous avez des difficultés, vous vous heurtez aux difficultés internes à l'entreprise parce que lorsque je vous entends parler, vous avez quand même une demande, mais c'est l'offre qui est un problème parce que vous ne produisez pas à grande échelle. La demande, elle est là. La demande, elle est là. Et aussi, le produit est bon. Le produit est très demandé, il est apprécié par le consommateur. J'ai oublié de le mentionner. Notre produit a subi tous les tests microbiologiques, bactériologiques et autres du Centre Pasteur. La norme nous a délivré un certificat de conformité. Ça veut dire que nous avons un produit compétitif et qui est très bien accueilli par le consommateur. À un moment, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas à ce rythme satisfaire la demande. Il était donc nécessaire de prendre du temps pour mieux structurer la base. La base, c'est-à-dire la matière première, le poulet, la principale matière première, le poulet. Oui. Est-ce que ce n'était pas mieux de panacher, histoire de gagner du temps, de faire aussi de la saucisse, de bœuf ou de porc pour essayer un peu de varier? Parce que le bœuf, quand même, c'est disponible. On n'a pas quand même besoin d'élever les poulets comme le porc. La viande de bœuf, quand même, ne peut pas. Je n'ai jamais entendu parler d'une rupture de stock en ce qui concerne la viande de bœuf. Est-ce que c'était pas mieux de panacher un peu, histoire de permettre aussi aux poulets je sais pas, lorsqu'il y a je vois. de poulet, de juguler un peu entre les trois, donc c'est-à-dire saucisses de porc, de poulet, pour juguler un peu la vente et l'élevage des poulets. Oui, votre question, elle est intéressante. Nous y avons pensé. Déjà, il faut le mentionner, dans le projet global, on ne peut pas se limiter au poulet. Viendra le tour des saucissons de... Oui. Allô? Allô? La charcuterie, c'est pas, comment dirais-je, on ne se lève pas, on dit, OK, nous allons fabriquer un saucisson et le mettre sur le marché. Vraiment, quand on veut faire les choses bien, c'est toute une procédure qu'il faut suivre. Il faudrait que le produit soit testé, comme je vous ai dit. Oui. Pour l'occasion, il faut quelque chose. Et actuellement, c'est vrai, nous avons engagé également avec le but, c'est en cours. Le Centre Pasteur doit faire des analyses, la NOR doit valider. C'est toute une autre procédure, c'est tout un autre dossier qui ne dépendra pas de l'existant que vous avez actuellement. Donc, vos procédures du poulet, ce sera deux procédures différentes, deux autorisations différentes. Oui. Donc, nous travaillons sur ce volet. D'accord, ok. Et là, maintenant, sur l'entreprise de géophysique, comment ça se passe? Oh, sur l'entreprise de géophysique, disons que la grosse difficulté, c'est d'avoir des clients. Parce que on parle de forage, le coût moyen, il est de 2 millions. Quand je dis 2 millions, c'est vraiment quelque chose de basique. Le forage complet, il va dans les 2,5 à 3 millions. Vous voyez que c'est pas à la portée du Camerounais lambda. Du coup, avoir une clientèle permanente tout le temps, c'est pas évident. La recherche des clients, c'est notre principale difficulté de ce côté-là. Néanmoins, on bouscule, on se bat, on cherche. D'accord.
Est-ce que vous n'avez pas pensé pour l'expansion de votre affaire, vous n'avez pas pensé à digitaliser l'entreprise? Parce que maintenant, la plupart des jeunes entrepreneurs que l'on rencontre sont sur Internet. Ils sont sur Internet, ils présentent leur entreprise, ils digitalisent leur entreprise, ils sont sur Facebook, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Instagram, oui, aussi. Donc, le commerce en ligne, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez Tout quand à même fait, trouver parfaitement. votre client cible là-bas. Vous ne pouvez pas quand même manquer de Euh, clients, au moins un client par mois, hein, si vous le faites. Est-ce que vous avez déjà oui, essayé? oui, nous y avons pensé. Nous y avons Mhm, pensé et, et nous travaillons actuellement sur la faisabilité parce que quand on veut faire les choses bien, il y a un coût à payer. Il y a un mhm. coût à payer et nous travaillons sur ça. D'accord. Peut-être dans les semaines à venir, le site Internet sera achevé et Oui, la communication digitale, elle arrive. Elle arrive. d'accord. D'accord. OK. Alors, à ce niveau, si le gouvernement, je posais la question, je pose une question comme ça, c'est pas comme si c'était le cas. Si le Ouais. gouvernement devrait vous financer surtout sur le projet de saucisses de poulet et jambon de poulet, est-ce que ça pourrait améliorer considérablement les choses, l'avancée des choses? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mhm. OK. Il y a quelques mois, euh, le gouvernement, à travers le réseau parlementaire pour l'entrepreneuriat privé au Cameroun, a lancé une sélection de 25 entrepreneurs dans la région du centre qui Mhm. devaient subir, euh, en fait, qui devaient entrer en pépinière pour bénéficier d'un certain nombre de financements. Et Oui. l'Île du Sud a eu la chance Mhm. d'être parmi les 25. Oui. Nous sommes ancrés en pépinière et nous espérons que dans peu de temps, notre dossier pourra aboutir et attirer aussi, susciter l'intérêt de Oui. ceux-là qui décident de financer X ou Y. Oui. Euh, OK. Dans la même lancée D'accord. également, dans la même lancée, la Banque mondiale, à travers euh, euh, un de ces organismes, le nom m'échappe un peu, a également lancé il y a quelque temps une sélection des entreprises privées au Cameroun, des jeunes entreprises qui pourront bénéficier d'un accompagnement. Nous avons également été sélectionnés. C'est dit que nous avons un projet, nous avons un produit qui est intéressant et qui attire toujours pas mal, qui intéresse pas mal de personnes. Mhm. D'accord. Et Donc, là, maintenant, évidemment, si on te demandait quel est ton rêve, le rêve que tu as pour votre entreprise, quel est le rêve que tu as? Comment est-ce que tu te projettes d'ici, disons, 2 ans? d'ici 2 ans, euh, je souhaite que le petit Africain, quand je dis petit, c'est entre guillemets, je souhaite que l'individu lambda qui se trouve en Afrique du Sud puisse Mhm. avoir au petit déjeuner le matin, à son petit déjeuner le matin, le saucisson poulet made in Cameroun. Et je Mhm. souhaite que l'Africain qui se trouve à Kinshasa, à Kigali, n'importe où en Afrique, puisse sur sa table avoir un saucisson made in Cameroun. Oui. Euh, Parce que notre objectif à moyen terme est Mhm. de profiter des échanges de la libre de la zone d'ISLECAF pour pouvoir montrer ce que nous savons faire, pour pouvoir Oui. démontrer qu'également au Cameroun, nous pouvons avoir de belles choses. Mhm. Donc, vous êtes limité au niveau de la production du poulet, de la matière première. Donc, il faudrait que vous ayez
donc c'est-à-dire une ferme étendue d'au moins 10 000 poulets. Du genre, on lance les premiers 10 000 et les autres 10 000 arrivent. Les saucisses, ça tourne comme ça. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc, il faudrait étendre le business de façon considérable. Exactement. Parce que actuellement, notre production, elle est artisanale. C'est avec des petits appareils. Parmi nos besoins pour pouvoir votre financement est lourd, c'est beaucoup de millions. Disons que c'est un peu facile avec le remboursable. C'est le marché là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la demande est là. Et ça demande de l'argent, effectivement. D'accord. OK. Vous êtes sur 237 Story qui a déroulé le tapis rouge aujourd'hui à Martial Ngono, jeune entrepreneur camerounais qui fait dans la production agroalimentaire et aussi dans la géophysique au Cameroun. Si vous avez besoin de fourrage, contactez-le. Si vous avez besoin de manger un poulet de campagne fabriqué à Obala de manière artisanale, pure merveille de la nature lorsque vous consommez. Très bon saucisse, très bon jambon de campagne, très bon pâté. Contactez-le. Je ne sais pas s'il a une page Facebook, mais je pense qu'un article sera bien rédigé en noir sur blanc et en bonne et due forme sur le site de 237story.net. D'ici là, quels sont les derniers mots que tu peux donner à la jeunesse camerounaise qui semble tous les jours être confronté au problème du chômage, de la pauvreté, de la délinquance juvénile? Quels sont tes derniers mots pour la jeunesse martiale? À la jeunesse, je peux juste conseiller de changer de logiciel. Il faut changer de logiciel. Nos parents nous ont ils comptaient bien faire, mais ils nous ont donné l'impression que pour s'en sortir, il fallait être fonctionnaire, il fallait être, comme on dit chez nous, dans le ngomna. Et beaucoup ont grandi avec cette idée-là. Ça fait que lorsqu'on n'arrive pas à avoir un concours d'intégration, lorsqu'on n'arrive pas à travailler pour l'État, on a l'impression qu'on est en train de rater sa vie. Mais toi, tu as l'impression que ça... Est-ce que c'est même la question que je vais te poser pour finir cette émission? Est-ce que tes deux entreprises, ou même l'une de tes entreprises, permet de te nourrir, de résoudre tes problèmes, payer ton loyer, prendre soin de ta petite famille nucléaire? Là, c'est élémentaire, c'est le minimum. Si tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes basiques, alors il faut changer d'affaire. Ça veut dire que tu n'es pas dans quelque chose de promettant. Non, c'est basique, c'est l'élémentaire. Si tu parviens quand même à remplir ces critères-là, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sortent le matin et qui rentrent le soir les mains vides. Donc, si tu parviens quand même à faire cela, ça veut dire que les choses vont bon train. C'était vraiment, j'ai été vraiment très ravie de te recevoir. Demander aux jeunes de ne pas seulement compter sur les concours et tout, ça a été une initiative qui a été prise par le chef de l'État lui-même lorsqu'il demandait aux enfants de tenir la machette et entrer en brousse, c'est-à-dire de se concentrer aussi à l'agriculture, à l'agroalimentaire, c'est un peu la même chose, l'entrepreneuriat. Il faut oser, il faut croire en ses potentialités, c'est un peu ça, c'est un peu la leçon qu'on tire de cet entretien avec Martial Ngono, qui n'a pas laissé seulement ses études primées sur le choix de son business, sur le choix de son entreprise, géophysicien. Il est aussi dans l'agroalimentaire. Il essaie de joindre les deux bouts pour s'épanouir et pour prendre soin de sa famille. C'était lui le profil, l'entrepreneur de la deuxième semaine du mois de l'entrepreneur sur 237 Stories. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un autre entrepreneur qui aura aussi une idée aussi brillante que celle de Martial Ngono.
Madame, monsieur, vous êtes arrivés au terme de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé d'entrepreneuriat. Nous avons invité sur ce panel le Martial Ngono, entrepreneur camerounais. On a continué à parler de sport, de parler des faux âges en sport et de la défaite de Francis Ngannou face à Anthony Joshua. Voilà, c'est de ça que nous avons parlé. On s'est apaisanti en dernier à parler de la punition à l'école suite à la vidéo devenue virale sur Internet montrant le délégué régional de la partie nord du Cameroun parler avec beaucoup de véhémence et beaucoup de colère aux enseignants, à leur dire de ne plus user du fouet pour punir les enfants. C'est sur ce thème que nous avons clôturé ce podcast. Je vous prie de rester connectés sur 236 Story. Restez connectés, abonnez-vous de plus en plus, partagez nos podcasts, restez scotchés. Au revoir et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.